Bonjour, voici donc venue la séance du 9 février 2021, qui, toujours en deux parties, d'environ 45 minutes chacune, clôturera la période qui s'achève avec les vacances de février. Encore que les circonstances présentes interdisent de faire quelques pronostics que ce soit sur la durée de ces vacances, puisqu'il est question, je l'ai entendu dire, éventuellement de les allonger ou de les réunir afin que toutes les zones en bénéficient en même temps. Bref, cette séance d'aujourd'hui est l'occasion d'entrer dans la quatrième grande partie de ce cours. Quand je dis d'ailleurs grande partie, c'est bien le mot qui convient parce qu'il y a toutes les raisons de penser que cette partie, que j'intitule « Éléments d'une histoire de l'astronomie », titre provisoire, titre insuffisant, titre incomplet au regard de ce que je vais développer, mais enfin, je suis bien obligé de lui en donner un de titre. Donc cette grande partie risque de nous occuper beaucoup plus longtemps encore que chacune des trois précédentes, et même probablement que les trois précédentes réunies. Alors, présentons cette quatrième partie, et ce sera le point 4.1, présentation de la quatrième partie, parce que j'ai besoin d'expliquer un petit peu ce que je vais faire. Alors, j'avais dit au tout début de ce cours, et c'est ce qui était annoncé dans les documents initiaux de publicité, lorsque tout cela a commencé en 2018, j'avais dit que mon but dans ce cours était de dispenser certaines connaissances de nature astronomique. Je n'ai pas beaucoup, jusqu'ici, honoré cet engagement, je dois bien l'avouer. Mais, d'une part, j'ai quand même traité de certaines questions directement astronomiques, notamment dans la section de cette troisième partie qui a précédé et qui était consacrée à la notion de monde. J'ai quand même parlé de questions donc spécifiquement scientifiques, tout à fait dans le cadre de la science astronomique. Et deuxièmement, après tout, ce cours figure dans l'organigramme de l'UTL sous la rubrique de la philosophie, et personne ne peut nier que nous ayons fait depuis le début, depuis que j'ai inauguré ce cours, de la philosophie. Alors, je vais maintenant revenir vers les choses du ciel proprement dites, et il va être question d'astronomie. Alors, je me tiendrai dans cette exposition de l'histoire, des éléments d'une histoire de l'astronomie, je me tiendrai à deux principes. Le premier principe me conduit à rester au niveau de l'élémentaire, c'est-à-dire de ce qui constitue les bases du savoir astronomique. Et le second principe que je me suis fixé est celui de passer, comme l'indique le titre de la quatrième partie, par la voie historique d'exposition des connaissances astronomiques. Seulement, voici que la nécessité de me justifier de ces deux choix va m'obliger à différer encore un peu, en dépit des promesses que je viens de faire, différer encore un peu l'entrée dans les considérations astronomiques proprement dites, et la nécessité donc de se justifier de ce double choix va me ramener, encore une fois, à des considérations d'ordre philosophique. Et donc, c'est le point 4.1.1, premier moment de cette présentation de ma quatrième partie, que j'intitule « Le choix de l'élémentaire ». Pourquoi ce choix de l'élémentaire? Alors, il ne sera pas question dans ce qui va suivre, ni par exemple de trous noirs, ni de théorie des cordes, ni de masse manquante de l'univers, ni des grands problèmes relatifs, par exemple, à ce que nous a apporté
depuis maintenant le début du XXe siècle, par exemple, la théorie de la relativité d'Einstein qui a joué un très grand rôle dans l'évolution de nos connaissances en astrophysique et en cosmologie. Vous n'entendrez pas parler de tout cela, parce que, d'abord, pour cette raison, que ces questions d'astrophysique et de cosmologie fondamentale sont aujourd'hui abondamment et souvent assez bien vulgarisées. C'est Hubert Reeves qui avait donné le coup d'envoi en 1981 avec un livre excellent que certains d'entre vous ont peut-être lu, qui a sans doute pas mal vieilli du point de vue des connaissances scientifiques, mais qui doit rester, je pense, je n'en ai pas un souvenir très précis parce que j'avais lu ça à sa parution, qui doit rester tout de même, je pense, pertinent, et qui avait pour titre Patience dans l'azur. Ça avait été publié aux éditions du Seuil, et ça doit toujours être disponible dans la collection de poche des éditions du Seuil, la collection au point, Patience dans l'azur. Alors, beaucoup d'autres ouvrages ont suivi de la même veine, qui étaient plus ou moins bons, certains excellents, d'autres beaucoup moins. Et par exemple, il m'a été offert un jour ce livre d'un des plus grands astrophysiciens et d'un des plus grands cosmologistes, d'un des plus grands savants du XXe siècle, qui s'appelait Stephen Hawking. On m'avait fait cadeau de ce livre, Y a-t-il un grand architecte de l'univers? Alors le bouquin est superbement illustré, le texte est extrêmement mauvais, il est plein d'erreurs, je ne parle pas des erreurs scientifiques dont je suis incapable bien sûr de juger, mais il y a beaucoup d'erreurs quant à l'histoire des sciences, et il y a aussi beaucoup d'erreurs quant à la philosophie. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui, en effet, au grand public, à la télévision notamment, mais aussi dans des livres, de galaxies, de trous noirs, de matière espace-temps, de théorie des cordes, etc. Alors, moi, je pense que tous ceux qui s'intéressent à tout ça ont tout à fait raison de le faire, et je ne chercherai en aucune façon à dissuader qui que ce soit, ni à détourner qui que ce soit de l'intérêt qu'il peut avoir pour ces thèmes. Je vous dirais qu'à titre personnel, moi, ça ne m'a jamais beaucoup retenu pour différentes raisons, dont les unes tiennent d'ailleurs purement et simplement à des considérations de biographie personnelle. Il se trouve que j'ai grandi plutôt dans un environnement de sciences du vivant. Je l'ai peut-être déjà dit, mon père était chercheur à l'Institut Pasteur de Paris, et donc j'ai un petit peu évolué dans mon enfance et dans ma jeunesse, je dirais dans un milieu plutôt intéressé par les sciences biologiques. Il se trouve d'ailleurs que j'ai aussi beaucoup de connaissances particulières dans mes amis, et puis j'ai un frère qui travaille là-dedans, ce qui fait que je me suis toujours senti plus proche des sciences du vivant. Mais il y a cet intérêt pour les sciences du vivant aussi des considérations plus objectives, je dirais. Je l'avais dit, je crois d'ailleurs en commençant ce cours, ce qui tend à me dissuader d'aller très loin, je m'y intéresse un petit peu, bien sûr, je vais quand même voir de ce côté-là, mais d'aller très loin dans, disons, l'exploration de la littérature de vulgarisation de la cosmologie fondamentale, ce qui m'en dissuade, c'est le fait qu'en vérité, il est impossible de comprendre ce que nous disent ces théories contemporaines. C'est impossible de le comprendre pour une raison toute simple, qui tient au fait qu'on ne comprend la cosmologie, et en particulier on ne peut comprendre tout ce qui tient à la théorie einsteinienne de la relativité, restreinte ou généralisée, on ne peut comprendre cela qu'à partir de la maîtrise d'un niveau mathématique déjà élevé. Pour la relativité restreinte, au minimum un très bon niveau de terminale scientifique, et pour la relativité générale, alors ça nous amène à un bac plus sans doute 3, mais je ne suis pas un spécialiste de ces questions. Et surtout, il est en réalité impossible pour le profane, du fait précisément que les livres de vulgarisation n'entrent pas dans ces considérations mathématiques, il est impossible pour le profane de faire autre chose que de se représenter, d'imaginer, de se figurer autant que possible ce qu'on lui explique. D'ailleurs, il faut reconnaître que les auteurs de vulgarisation scientifique font ça aussi bien qu'il est possible. Ils nous donnent des images, mais ce ne sont que des images, et des images, ça ne fait pas comprendre. Alors que vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez continuer aujourd'hui de lire, par exemple, des ouvrages de biologie, de vulgarisation, bien sûr, de biologie, des ouvrages de vulgarisation de la biologie, par exemple de la biologie moléculaire, mais aussi, par exemple, de vulgarisation de la théorie de l'évolution, et
tout en continuant à comprendre effectivement ce qui vous est dit. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas du tout, par exemple, de mathématiques là-dedans. Il y en a en théorie de l'évolution, en particulier pour la génétique des populations, etc. Mais d'une part, ce ne sont pas des mathématiques d'un niveau aussi élevé que celles qui sont mises en œuvre dans la science physique, mais surtout, ce sont des mathématiques qui ne font pas corps avec les concepts. Les grands concepts de la biologie moléculaire, les concepts de la théorie darwinienne de l'évolution, par exemple, les concepts des grandes branches de la connaissance du vivant aujourd'hui ne sont pas des concepts qui sont en eux-mêmes intrinsèquement mathématisés. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus facile à ceux qui veulent les communiquer au grand public d'en donner une compréhension objective. Et enfin, je dirais que j'ai quelque chose de la méfiance que nourrissait Alain. J'ai parlé récemment des propos sur l'éducation que je vous invite encore une fois à lire et dans lesquels il est plusieurs fois question de la méfiance qu'il avait à l'endroit, je dirais, du dernier cri de la science qui vient tout juste de sortir toute chaude de la cuisine des chercheurs. Ce dernier cri de la science a d'abord une première caractéristique, c'est qu'il est évidemment plus exposé que ce que nous savons de longue date à des rectifications, et à des révisions et même à des abandons. Mais ça, ce n'est pas le plus grave. C'est pas le plus grave. Le plus ennuyeux, c'est plutôt que ce dernier cri, en raison du fait principalement que, comme je l'ai dit, il échappe à toute compréhension de nature vraiment intellectuelle, eh bien, il a la propriété, je dirais, plutôt d'éblouir l'esprit que de l'instruire. Et bien, quand on est ébloui, comme vous le savez, on n'y voit plus rien du tout. Et donc, je crois que si la puissance, je dirais, de rêverie attachée aux grandes théories astrophysiques et cosmologiques aujourd'hui est très puissante, ça c'est certain. Tout cela donne profondément à rêver. Mais rêver est une chose et s'instruire en est une autre. Et je dirais que je préfère encore m'instruire là où je comprends que de rêver. Pour rêver, j'ai d'autres, je dirais, j'ai d'autres voies, d'autres ressources, d'autres outils, en particulier la littérature et l'art. Mais encore une fois, je ne parle ici que de moi-même, je parle de mes limites. Et donc, je demande encore une fois à personne d'adopter, je dirais, l'attitude, la conduite qui est la mienne vis-à-vis de ces questions. J'ajouterai ceci d'ailleurs aussi, que les enjeux humains, les enjeux éthiques par exemple, les enjeux politiques des sciences cosmologiques aujourd'hui me paraissent extrêmement minces. Les enjeux extra-scientifiques de l'astronomie étaient au XVIIe ou au XVIIIe siècle très considérables. Aujourd'hui, les véritables enjeux humains, et je le disais, sociaux, éthiques et politiques, ils sont du côté des sciences du vivant. Bien entendu, pour cette raison qui a émergé maintenant il y a une bonne cinquantaine d'années de l'urgence écologique, mais aussi pour d'autres raisons qui tiennent à notre représentation de l'humain. Et donc, c'est sur ce front-là, je pense, que se passent les choses les plus intéressantes au point de vue de ce que nous sommes en tant qu'habitants d'un monde terrestre. Voilà. Et c'est pour ça que les trous noirs m'intéressent beaucoup moins que les gènes et que la sélection naturelle. Alors, j'ai dit choix d'aborder l'astronomie par l'élémentaire, donc par les bases. Élémentaire est ici à prendre au sens étymologique. Aucun savoir ne peut se construire dans un esprit autrement qu'à partir des éléments, c'est-à-dire des briques que constituent les notions de base. On n'instruit véritablement que par les commencements. Et il y a quelque chose d'aberrant à enseigner aujourd'hui à des élèves de lycée qui sont absolument incapables d'expliquer comment fonctionne, par exemple, une ampoule à filament, une ampoule électrique, qui n'ont aucune idée de la manière dont vole un avion, et encore moins, par exemple, un hélicoptère, qui seraient bien incapables d'énoncer pour la quasi-totalité d'entre eux, de façon précise et rigoureuse, par exemple, le théorème d'Archimède, ou ce fondement absolu de toute la physique moderne,
connu depuis Descartes et Galilée, ce fondement absolu de toute la physique moderne que constitue le principe d'inertie. Demandez à un bachelier scientifique aujourd'hui de vous produire un énoncé du théorème d'Archimède et du principe d'inertie, je vous garantis que vous risquez d'aller de surprise en surprise. Deuxième choix que je dois justifier, le choix de l'exposition historique. Et c'est le point 4.1.2, le choix de l'exposition historique. J'ai choisi donc d'emprunter dans la présentation des connaissances astronomiques la voie historique. Il va de soi que d'autres modes de présentation seraient tout aussi possibles et peut-être tout aussi, voire peut-être plus pertinents que la voie historique. Dans la deuxième leçon du cours de philosophie positive de 1830, c'est un texte auquel j'ai déjà fait référence d'Auguste Comte, et c'est un texte dont je ne saurais trop, là aussi, vous recommander la lecture. Si vous voulez lire de la philosophie claire, de la philosophie instructive, de la philosophie nourrissante, substantielle, lisez, je dirais, au moins les 2 premières leçons du cours de philosophie positive. C'est écrit dans une langue assez lourde, mais je le redis, d'une parfaite clarté. Vous apprendrez des choses et vous réfléchirez sur la science, plus généralement sur le savoir et plus généralement encore sur l'esprit humain. Cours de philosophie positive, leçons 1 et 2. J'avais publié ces textes avec une présentation substantielle, quelques notes aussi en marge du texte et des textes complémentaires. J'avais publié ça autrefois aux éditions Nathan dans la collection Les Intégrales de Philo. Bon, j'étais assez satisfait d'avoir publié ce volume parce que ce sont des textes qu'on ne lit pas beaucoup, on les lit d'ailleurs tellement peu que bien que cette collection fût destinée aux professeurs de philosophie de terminale ayant à préparer leurs élèves au baccalauréat et en particulier à faire passer l'épreuve orale de rattrapage et pour cela à les envoyer au bac avec une liste de textes, eh bien en vérité ce petit volume ne s'est jamais vraiment vendu. Je ne sais pas si on le trouve encore sur Internet, sur les sites de vente en ligne. Il m'en reste quelques exemplaires si certains sont intéressés. Donc, cours de philosophie positive, on lit dans la deuxième leçon du cours, qui est consacrée principalement aux questions d'exposition du savoir scientifique et de classification des sciences, on lit ceci. Comte distingue, je le cite, deux façons de procéder, si vous voulez, 2 marches essentiellement distinctes dans l'exposition d'une science. La marche historique, dit-il, et ici j'ouvre les guillemets, la marche historique expose successivement les connaissances dans le même ordre effectif suivant lequel l'esprit humain les a réellement obtenues et en adoptant autant que possible les mêmes voies. Fermez les guillemets. À cette voie historique, à cette marche historique d'exposition de la science, qui est celle qu'en gros je vais suivre, il oppose ce qu'il appelle la marche dogmatique. Alors surtout, ne voyez dans cet adjectif dogmatique aucune valeur péjorative telle qu'on en attache assez fréquemment à ce terme. Dogmatique, c'est l'adjectif qu'on utilise pour caractériser la façon de penser ou la façon de parler, voire d'agir, de quelqu'un qui tient ses certitudes pour à ce point assurer qu'il est hors de question pour lui d'en douter. Alors, il y a bien, dans le sens de l'adjectif tel que l'utilise Auguste Comte ici, l'idée qu'il y a des choses dont on ne peut plus douter. En effet, il y a des choses que la science nous a apprises, que nous savons depuis si longtemps, et qu'elle a, je dirais, confirmées, qu'elle a validées par des voies et dans des directions tellement diverses qu'il n'est plus permis raisonnablement aujourd'hui d'en douter. Eh bien, dans la marche dogmatique, donc Auguste Comte appelle dogmatique, je le cite et ici j'ouvre les guillemets à nouveau, on présente le système des idées tel qu'il pourrait être conçu aujourd'hui par un seul esprit qui, placé au point de vue convenable et pourvu des connaissances suffisantes,
s'occuperait à refaire la science dans son ensemble. Je répète cette citation. Dans la marche dogmatique, on présente le système des idées tel qu'il pourrait être conçu aujourd'hui par un seul esprit qui, placé au point de vue convenable et pourvu des connaissances suffisantes, s'occuperait à refaire la science dans son ensemble. Refaire ne veut pas vous dire ici la recréer. Non, refaire la science dans son ensemble veut dire la présenter sous une forme globale à un point de vue qu'on pourrait appeler synthétique. Comte parle de celui qui, placé au point de vue convenable, et pourvu des connaissances suffisantes, c'est-à-dire qu'il connaîtrait l'étendue de la science qu'il a à exposer, de la science qu'il a à enseigner, qu'il a par exemple à faire entrer dans un manuel, dans un livre, eh bien celui qui, placé au point de vue convenable et pourvu des connaissances suffisantes, s'occuperait à refaire la science dans son ensemble. Pour proposer une exposition globale de la science, il faut bien sûr la connaître, avoir les connaissances suffisantes et être placé au point de vue convenable, qui est le point de vue synthétique, le point de vue, si vous voulez, surplombant, d'où l'on peut contempler l'ensemble de cette science afin de déterminer, afin de choisir le mode d'exposition, l'ordre, la succession des étapes par lesquelles il faudra passer pour rendre cette science faite, cette science définitive, cette science acquise, aussi accessible que possible à l'esprit qui voudra se l'approprier. Et donc, pour ce faire, pour procéder selon la marche dogmatique, les savoirs obtenus au cours de l'histoire de la science sont, et ici je cite à nouveau Auguste Comte, ouvrez les guillemets, ces savoirs sont refondus en un système général pour être présentés suivant un ordre logique plus naturel à cette science. Ce n'est pas l'ordre naturel au sens où c'est l'ordre que l'humanité a naturellement, spontanément suivi au cours de l'élaboration progressive, souvent très chaotique, très tortueuse de cette science. Non, c'est l'ordre naturel au sens où c'est l'ordre logique, au sens étymologique, si vous voulez, logos en grec, le discours, la raison. C'est l'ordre selon lequel un discours rationnel doit procéder pour se rendre intelligible à un esprit qui voudrait avoir disposé devant lui cette science synthétiquement présentée dans son état d'achèvement présent. Et donc cette science refondue en un système général. Refondue parce que dans la présentation historique, les étapes se fondent les unes dans les autres, mais indépendamment de la logique interne propre à l'organisation du savoir achevé. Alors nous savons bien que les institutions scolaires et les institutions universitaires ont presque toujours choisi l'ordre dogmatique d'exposition dans l'enseignement des sciences. Et il y a à cela des raisons profondes et des raisons parfaitement légitimes. Ces raisons tiennent principalement à cette remarque que fait Auguste Comte, je le cite, qu'il est impossible, ouvrez les guillemets, d'assujettir chaque esprit individuel à passer successivement par les mêmes intermédiaires qu'a dû suivre nécessairement le génie collectif de l'espèce humaine. De là, continue Auguste Comte, l'indispensable besoin de l'ordre dogmatique, qui est surtout si sensible aujourd'hui pour les sciences les plus avancées, dont le mode d'exposition ordinaire ne présente presque plus aucune trace de la filiation effective de leurs détails. Je vais relire et brièvement commenter cette citation. Il est impossible, dit Auguste Comte, d'assujettir chaque esprit individuel à passer successivement par les mêmes intermédiaires qu'a dû suivre nécessairement le génie collectif de l'espèce humaine. Là est évidemment l'opposition cardinale, individuel, collectif.
une science ne peut être apprise que par un esprit individuel. Ce sont les étudiants en sciences, ce sont d'abord les lycéens, éventuellement les collégiens, les lycéens, les étudiants, mais des lycéens, des collégiens, des étudiants individuels qui apprennent cette science. Or, cette science qui est appropriée, qui doit être assimilée individuellement, est une œuvre collective. C'est une œuvre collective dans laquelle, bien sûr, sont intervenus des esprits intensément brillants, ça ne fait aucun doute. Il a fallu de très grands esprits. Il nous a fallu donc, pour la science astronomique, des Copernic, des Kepler, des Galilée, des Descartes, des Newton, des Einstein et bien d'autres pour produire cette science. Mais ce travail a toujours été collectif. Alors, il est vrai que la façon dont se déroule aujourd'hui en science le travail collectif n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il en était, par exemple, au temps de Copernic, de Kepler et de Galilée. La cité scientifique existait déjà à cette époque-là, mais elle existait sous une forme beaucoup plus, on va dire, rudimentaire. Il y avait des publications, mais ces publications étaient des livres. Elles ne circulaient pas sous forme d'articles diffusés très rapidement. Il n'y avait évidemment pas d'Internet, ni quoi que ce soit de comparable. Donc la communauté scientifique existait déjà. Elle avait ses relais, elle avait ses nœuds de communication. Il y avait par exemple au XVIIe siècle en France un religieux, le révérend père Marin Mersenne, qui a servi pendant très longtemps de boîte aux lettres à toute la collectivité scientifique de l'Europe savante. Mais évidemment, les choses ont considérablement changé. Il reste que, aussi considérable soit l'évolution de la manière de travailler en science, eh bien, il faut bien avouer que la science a toujours été une œuvre élaborée en collectivité, en communauté. Et que ce que Comte appelle ici le génie collectif de l'espèce humaine est, je dirais, dans sa nature même, dans son essence, quelque chose qui ne fonctionne pas du tout selon les mêmes voies, selon les mêmes procédures qu'un esprit individuel. Et donc, il serait vain d'espérer, ne serait-ce que pour des questions de temps. L'instruction scientifique dispose d'un certain temps, d'une certaine durée. On ne peut pas rester à l'école, au lycée, à l'université pendant des décennies. L'éducation, l'instruction sont aussi des institutions qui ont un but social, un but économique notamment. Il faut que tout ce petit monde sorte de là capable de nous fabriquer ceci, de nous inventer cela, de concevoir et de produire. Et par conséquent, bien rares sont ceux qui ont le privilège, et ce sont souvent les professeurs et non pas les étudiants, de rester un peu toute leur vie dans l'univers, de baigner dans l'univers de l'étude. Et donc, ne serait-ce que pour des raisons de temps, il est impossible de faire qu'un esprit individuel refasse à lui tout seul le chemin qu'a fait l'humanité, et il est encore moins envisageable, je vais y revenir très bientôt, qu'il refasse ce chemin par ses propres forces, d'où la nécessité de l'exposition dogmatique. Alors, il existe, hors de la voie historique et de la méthode dogmatique d'exposition de la science, il existerait bien une troisième voie que d'ailleurs Comte ne mentionne pas dans le cours de philosophie positive, sans doute parce qu'il ne la considère pas comme pertinente. Ce n'est pas qu'elle soit absolument dépourvue d'une certaine pertinence, on va voir, dans le principe, sur le fond, si vous voulez, mais elle n'est sans doute pas pratiquement très facile à mettre en œuvre. Par ailleurs, je pense que ce qui intéresse Comte ici, dans les considérations qu'il développe dans cette deuxième leçon du cours de philosophie positive, ce qui l'intéresse, c'est surtout l'enseignement supérieur.
éventuellement secondaire, mais surtout supérieur. Or, la méthode dont je vais parler maintenant, cette troisième voie possible, c'est une méthode qui a surtout ses mérites au niveau les plus élémentaires, peut-être par exemple à l'école primaire et encore jusqu'à un certain point au collège, au lycée. Eh bien, le temps est venu de passer à autre chose. Et cette méthode, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, elle consiste à se demander pourquoi il ne serait pas finalement plus pertinent de partir directement des choses elles-mêmes. De partir des choses elles-mêmes, c'est-à-dire, pour ce qui concerne le savoir astronomique, de l'observation du ciel, aussi bien du ciel diurne que du ciel nocturne. Alors, d'une part, cette méthode qui consisterait à partir directement du concret. Cette méthode aurait pour elle d'être conforme à la mode actuelle qui porte l'idée qu'il faudrait toujours privilégier le concret et se méfier de l'abstraction. Et ça, je dirais, c'est un refrain qu'on entend même bien au-delà du discours pédagogique, bien au-delà de toutes les considérations qui se rapportent à l'enseignement ou à l'école. Le privilège du concret, le mépris de l'abstraction ou la méfiance à l'endroit de l'abstraction, c'est quelque chose qui a gagné, je dirais, toutes les strates de notre langage. Vous savez par exemple que l'un des maîtres mots de nos politiques aujourd'hui, c'est le mot pragmatique. Voilà. Si idéologues ou théoriciens sont devenus dans leur bouche des injures. Or, qu'est-ce qu'être pragmatique? Être pragmatique, eh bien, c'est agir au ras du concret. J'avais dit ce qu'il fallait penser de ce privilège accordé par nos politiques au pragmatisme l'année où j'avais commenté un livre qui se situe à un tout autre niveau et qui présente un tout autre intérêt que la rengaine de nos hommes politiques aujourd'hui, lorsque j'avais commenté au lycée Théophile Gautier à Tarbes pendant toute une année ce livre, Le pragmatisme de William James. Bon, je passe sur cette référence que la préférence pour le concret, la méfiance, voire le mépris à l'endroit de l'abstraction, soit aujourd'hui des choses à la mode, n'offre évidemment aucune garantie quant au fait que cette méthode, qui partirait des choses elles-mêmes, du concret, soit la plus pertinente. Toutefois, nous avons vu que c'était bien d'une certaine façon ce que proposait Alain dans le propos sur l'éducation que j'avais commenté, celui où on voyait ce malheureux mioche, comme il dit, intervenir pour interrompre l'instituteur et lui dire que ce n'était pas le soleil qui se levait à l'est et se couchait à l'ouest, mais la Terre qui tournait. Qu'est-ce que nous recommandait Alain? Eh bien, pour remédier à cette forme tout à fait stérile de pseudo-savoir, partir de l'observation. Donc, je pense que cette méthode consistant à partir des objets a ses mérites pour les raisons précisément que Alain mettait en évidence. Partir du concret, c'est-à-dire partir du monde vécu, partir de l'Umwelt, partir de ce monde humain dont nous parle Husserl. Et après tout, c'est bien du concret que sont partis nos ancêtres humains lorsque, spectateurs des phénomènes qui se déroulaient dans le ciel, aussi bien des mouvements du Soleil, de la Lune, que de ceux, par exemple, des étoiles ou des planètes, c'est bien du concret que sont partis nos ancêtres pour affronter les difficultés que leur opposait la complexité du spectacle qui leur était présenté. Alors, je pense que partir des observations elles-mêmes, partir des faits astronomiques, je répète, les mouvements du Soleil, des planètes et des étoiles, de la Lune, eh bien, cela est en effet une méthode opportune, pertinente et souhaitable. Mais avec quelques remarques, quelques nuances et peut-être quelques bémols. D'abord, son inconvénient principal est un peu le même que celui de la méthode historique. C'est une méthode extrêmement dépensière en temps. Vous pourrez consulter, je vous donnerai quelques références sur le blog, dans un document que je vais bientôt mettre
enfin plutôt que j'espère avoir déjà mis à la date où vous regarderez cette leçon que j'enregistre nettement en avance, j'espère que je n'aurai pas oublié de mettre sur le blog quelques références à des sites internet où vous pouvez voir les propositions que font des maîtres dans l'école primaire ou au collège pour, en partant des faits observés, instruire les élèves de sciences astronomiques. Donc, on peut le faire, c'est possible, mais vous le verrez en regardant ce qui se fait dans les écoles, vous remarquerez que cela demande beaucoup de temps. Du temps de préparation pour le maître, évidemment, mais ça, c'est le cas dans l'enseignement en général, mais beaucoup de temps de préparation aussi, par exemple, de manipulation pratique, parce qu'il y a des dispositifs à fabriquer, souvent. Et puis surtout, du temps de mise en œuvre avec les élèves. Il faut mettre en place ces dispositifs. Il faut que les circonstances soient réunies. Il ne fait pas toujours beau pour observer le soleil, par exemple. Il faudrait aussi observer la nuit. Il faut noter les résultats. Il faut ensuite les exploiter. Tout ceci prend, bien sûr, un temps fou et c'est un obstacle tout à fait réel, tout à fait sérieux à la mise en œuvre de la méthode que j'appellerais méthode concrète, si vous voulez, qui consiste à partir des choses elles-mêmes. Mais il y a aussi à cette méthode des objections, je dirais, pas vraiment des objections, mais il y a des précautions à la fois pédagogiques et même, je dirais, épistémologiques, voire philosophiques qui s'imposent. D'abord parce que on croit spontanément, toujours, que les élèves seront plus intéressés par du concret que par de l'abstrait. Alors, il est clair, je pense, il est assez évident que jusqu'à un certain âge, c'est vrai. Au-delà d'un certain âge, c'est beaucoup moins vrai qu'on ne croit. L'abstraction a aussi son intérêt, elle a aussi ses vertus attractives. Il est intéressant de se mouvoir dans l'abstraction, même pour de jeunes esprits. Certains esprits jeunes arrivent à s'intéresser à des jeux mathématiques. Quand je dis des jeux mathématiques, ce n'est pas des mathématiques mises sous forme ludique et présentées sous forme de jeu, mais à des questions mathématiques qui leur sont présentées dans le langage mathématique et comme des questions mathématiques, mais auxquelles ils peuvent, comme on dit, se prendre au jeu. Et donc, les mathématiques introduisent une chose abstraite, la preuve est faite que l'abstraction peut être intéressante. Et puis surtout, il faut se souvenir que partir du concret, c'est partir de ce qu'il y a de plus difficile. Le concret, et c'est ça que veut dire concret. Concret, je l'avais dit, ça veut dire rassembler. Une concrétion, c'est une formation rocheuse dans laquelle se sont agglomérées, agglutinées des particules minérales. Et donc le concret, c'est le complet, c'est l'aggloméré, c'est le construit progressivement. Tout y est emmêlé, tout y est confus. Et par conséquent, démêler ce concret, c'est ce qu'il y a de plus long, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et c'est pourquoi, en fait, il n'existe pas de ce qu'on appelait autrefois leçon de choses. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas en faire. La leçon de choses a ses vertus, à condition qu'on ait compris que ce ne sont jamais les choses qui administrent la leçon. Il n'y a de leçon de choses que sous la direction d'un maître parfaitement instruit, d'abord du savoir scientifique, c'est-à-dire du savoir abstrait. Il n'y a de leçon de choses que sous la conduite d'un maître instruit et d'un maître qui met au point les méthodes les plus efficaces, les plus pertinentes et par conséquent les plus subtiles, par conséquent les plus, je dirais, les plus réfléchies, les plus pensées, les plus méditées, les méthodes les plus pertinentes pour dégager du concret, pour faire que les élèves puissent dégager par eux-mêmes du concret ce qui est à voir dans le concret, ce qui est à comprendre dans le concret. Et en vérité, ce ne sera jamais par eux-mêmes que les élèves pourront le faire. L'idée que le savoir scientifique puisse être construit par les élèves eux-mêmes, ça c'est une fiction. Il faut en effet peut-être les faire partir quelquefois des choses, afin de leur permettre d'apercevoir dans les choses ce qu'il y a à voir, mais ils ne l'apercevront que sous la conduite d'un esprit lui-même extrêmement instruit, extrêmement attentif, qui connaît bien d'abord les élèves sans doute, mais qui connaît surtout très bien ce dont il a à les instruire. Comme on a vu faire le précepteur du Petit Émile au livre 3 du livre éponyme de Rousseau,
lorsque il a été question d'instruire Émile des rudiments, des éléments de l'optique et en particulier du phénomène de la réfraction. Exactement comme on va voir d'ailleurs ce même précepteur instruire Émile des éléments de l'astronomie. Et donc, il ne faut pas, d'une part, mésestimer la capacité des jeunes esprits à s'intéresser aux choses abstraites. Et puis, il faut ajouter ceci. L'abstraction, c'est l'intelligence. Intelligence abstraite, c'est un pléonasme. Alors, on nous parle beaucoup d'intelligence concrète, d'intelligence de ceci, d'intelligence de cela, pour les opposer à une intelligence qui serait abstraite. Mais l'intelligence est toujours abstraite au sens où c'est toujours la capacité de dégager d'une réalité concrète, compacte, confuse, embrouillée, dégager les lignes essentielles, dégager ce qui est le caractère général des situations que, par exemple, un esprit aura à affronter. Un artisan qui aura à affronter, par exemple, des situations de construction, de réparation. Un mécanicien qui aura à affronter des pannes diverses et variées sera efficace pour autant qu'il aura acquis une certaine capacité de généralisation intellectuelle à partir de cette situation. C'est pour ça que l'intelligence, même, je dirais, du plus humble des artisans en matière de formation intellectuelle, si vous voulez, l'intelligence du mécanicien devant son moteur, eh ben, ce sont des intelligences abstraites, toujours. Il faut en avoir conscience à chaque fois qu'on chante les louanges du concret, et le concret a ses mérites. Le concret peut servir de point de départ, mais il n'est jamais autre chose qu'un point de départ. Et on ne sort du concret ce qui est à en sortir, le savoir, que sous la conduite de quelqu'un qui a été profondément et lui-même intelligemment formé à l'intelligence abstraite. Alors, la prochaine fois, je viendrai au point suivant, 4.1.2.1, dans lequel j'expliquerai ce qui a justifié mon choix de l'ordre historique. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de cette séance du 9 février 2021.